Merci beaucoup et bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on va rentrer dans le concret de la levée de fonds avec trois sujets: comment faire des listes d'investisseurs, comment préparer les contacts et comment gérer au mieux son calendrier. Alors, commençons tout de suite par par l'histoire des contacts. Alors, énormément d'entre vous m'ont écrit avec comment faire pour identifier les investisseurs, est-ce que je peux présenter des investisseurs, etc. En fait, il n'y a rien de pire qu'une intro faible. C'est-à-dire une intro qui est faite pour faire plaisir, ou une intro qui est faite parce qu'on se sent obligé, ou une intro parce que juste on connaît quelqu'un. Une intro, ça n'a de sens que si celui qui vous introduit sait exactement qui vous êtes, et encore mieux, vous aime, a envie de vous soutenir, etc. Et donc, ça demande une vraie relation personnelle. Alors, pour ça, il faut savoir identifier les investisseurs pertinents et il faut savoir travailler sa base. Alors, grosso modo, les bons investisseurs, ils ont un certain nombre de caractéristiques assez simples. Ils sont enthousiastes, ils sont constructifs dans le fait de vous aider à construire votre boîte et à exprimer une vision plus claire. Ils savent exactement ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas. Si vous sentez que les gens sont perdus, sont machin, c'est chiant. Et surtout, ils sont attentifs à vous. Ils vous prennent pas trop de temps. Ils vous demandent pas 4000 pages de documents. Ils sont pas embêtants. Évidemment, il y a un vrai sujet euh, en termes de hiérarchie chez les investisseurs. Surtout si vous contactez les VC. Il faut comprendre que chaque investisseur professionnel a son propre processus. Les juniors ont un rôle important. Énormément d'entrepreneurs les snobs ou ne veulent pas faire avoir à eux, alors qu'en fait, c'est les gens qui sont les plus proches. Si Pia n'avait pas passé énormément de temps chez Axel en tant que junior à l'époque, et ben Firmin, il n'aurait jamais fait son deal avec Philippe Botteri. Si Gabriel chez First Round avait pas fait un travail incroyable, ce serait pareil, etc., etc., etc. Les juniors sont extrêmement importants dans le dispositif. Et en plus, c'est plus facile de bâtir une relation avec quelqu'un qui est proche de vous en sociologie, etc., que de bâtir une relation avec quelqu'un qui finalement est assez loin de vos préoccupations. Alors, avant la levée et avant de démarrer la levée, prendre un vrai temps pour construire sa liste de contacts, c'est hyper important parce que c'est hyper important de savoir ce que vous avez besoin pour réussir à obtenir votre levée. Et c'est hyper important de savoir garder le rythme, savoir les relancer, etc. Et pour ça, en fait, il faut vraiment mettre en place un process. Et mettre en place un process, ça suppose en fait d'être capable de maîtriser ce process et de voir l'ensemble des étapes de cette process. La pire chose que vous puissiez faire en termes de levée, c'est de parler aux investisseurs l'un après l'autre. Ça, c'est le pire. Il faut pas faire ça. Il faut parler aux gens en parallèle. Et c'est pour ça qu'il faut prendre tous les meetings et tous les rendez-vous avec les investisseurs dans un temps le plus rapproché possible. C'est hyper important. Le process est aussi important que l'histoire. Hier, j'ai martelé énormément sur l'histoire. Aujourd'hui, on va marteler sur le process. Et évidemment, un bon process, c'est un process dans lequel les investisseurs sont actifs. Et donc, on va voir comment les rendre actifs. Alors, idéalement, le but du jeu, c'est de mettre tellement de gens dans la boucle et la seringue que vous finissez par atteindre une term sheet. Et évidemment, ça suppose donc de bien réussir
à construire une super liste d'investisseurs à contacter. Alors, comment on construit sa liste d'investisseurs? En fait, la bonne façon de faire, c'est tout simplement de réfléchir en cercle concentrique. Grosso modo, vous devez repérer votre type d'investisseur idéal. Alors, votre type d'investisseur, il va dépendre de votre stade d'avancement. Alors, est-ce que vous êtes en train de préparer une levée de fonds Business Angel ou est-ce que vous êtes en train de lever une levée de fonds VC? Grosso modo, pour savoir quel type de boîte vous êtes, regardez simplement comment les autres boîtes de votre secteur ont levé. Comparez-vous. Vous regardez vos concurrents, vous regardez les boîtes de la même taille similaire, leur premier tour de fonds, c'était avec qui? Est-ce que c'était avec un particulier? Est-ce que c'était un petit round? Est-ce que c'était un gros round, etc. Une fois que vous avez choisi ça, vous avez votre premier cercle. Alors, prenons un exemple. Votre premier cercle, vous êtes sur une levée Business Angel et donc vous n'avez pas de lead. Vous n'avez pas de lead, ça veut dire qu'en fait, il va falloir obtenir plein de oui, mais vous n'avez pas un oui qui va remporter les autres oui. Si vous avez une levée de fonds VC, dans ce cas-là, vous avez ce qu'on appelle un lead. Un lead, c'est le leader de la levée, c'est celui qui va définir les conditions que les autres vont suivre. Donc, vous avez les leaders et les followers. Alors, si vous visez un fonds d'investissement, la meilleure chose à faire, c'est de ne surtout pas leur parler en premier. À l'inverse, si vous visez des particuliers, et c'est très contre-intuitif comme conseil, allez voir un maximum de fonds en premier pour avoir un maximum de non. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas prêt à lever avec des fonds, le fait d'aller voir des fonds est un super entraînement. Ils vont vous poser des questions pertinentes, ils vont vous mettre en place. À l'inverse, si vous voulez lever avec un fonds, il faut surtout pas aller voir les fonds en premier, il faut aller les voir en dernier. Donc, grosso modo, vous allez faire 4 cercles concentriques dans votre CRM. Le cercle le plus loin, c'est les friends and family. C'est tous les gens un peu bienveillants à qui vous pouvez tester votre pitch. Donc, la première chose que vous faites, c'est que vous listez les friends and family. Alors, c'est pas forcément des gens que vous connaissez, les friends and family. Ça peut être des gens que vous avez croisés, ça peut être des gens que d'autres gens que vous connaissez ont croisés. Par exemple, si vous avez un copain qui a une startup et qui est fondateur d'une startup, demandez-lui c'est qui les 2 ou 3 investisseurs les plus sympas de ta Captable. Donc là, votre but, c'est simplement good vibe, good vibe, good vibe. Dans ce 4e cercle, vous devez mettre entre 10 et 30 personnes et vous devez préparer ce listing et savoir comment contacter chacune de ces personnes. Est-ce que c'est un call d'email? Est-ce que c'est un ami qui vous a introduit, etc. Et il faut préparer tous les emails et tous les chemins pour les rencontrer parce qu'il va falloir que tous ces rendez-vous aient lieu en moins d'une semaine. Donc, c'est ce qu'on va appeler la semaine Friends and Family. Ensuite, la deuxième couche, le deuxième cercle concentrique, c'est les relous. Alors, les relous, c'est tous les gens qui sont un peu désagréables sur le marché. C'est l'inverse de Friends and Family, que vous voulez pas forcément comme investisseur, mais que vous voulez aller voir pour vous confronter et un peu mettre votre pitch sous tension. Les Friends and Family, c'est une façon de s'entraîner dans des conditions bienveillantes. Les relous, c'est une façon de s'entraîner en situation de stress et sous tension. Alors, il faut faire exactement comme pour Friends and Family. Il faut tout simplement demander à tous les gens que vous connaissez quels sont les pires investisseurs qu'ils ont eus et voir si vous pouvez pas avoir d'intro. Faire la même chose avec les fonds d'investissement, faire la même chose avec tous les gens que vous pouvez contacter. Ou vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube, voir des gens qui n'ont pas l'air très agréables et prendre rendez-vous avec eux. Et dans la case relou, vous pouvez également mettre les gens que vous avez, qui ne sont pas forcément des relous, mais que vous n'avez aucune chance d'intéresser à ce stade-là. Par exemple, des fonds d'investissement late stage, ou des fonds d'investissement qui investissent pas dans votre secteur, ou etc. Et là, il faut vraiment faire un exercice de call d'email et de call d'introduction
pour préparer. Donc, pareil, vous préparez à ce stade un listing et ensuite, on viendra sur comment on les active. Ensuite, dans le deuxième cercle concentrique, les gens que vous voulez et qui sont faciles à avoir. Alors là, ça demande un peu de travail. Normalement, si vous avez bien ciblé votre levée, vous savez à peu près qui sont les gens qui pourraient être susceptibles de faire un deal avec vous et qui sont pas très compliqués. Donc, si vous levez, vous visez un fonds d'investissement, c'est les business angels. Si vous visez les business angels, c'est les business angels qui sont un peu leaders et qui font des deals rapidement. Et dans le dernier cercle concentrique, les investisseurs de vos rêves. Alors, pour chacun des investisseurs du cercle 1 et du cercle 2, l'obsession, c'est de les encercler. C'est de trouver tous les gens avec qui ils sont en interaction et qui peuvent avoir un mot gentil pour vous. Et ça demande un véritable travail de mapping. Quand vous voulez faire une levée vraiment bien, militaire, 80% du travail, c'est pas la préparation du deck, c'est un mapping très précis de l'ensemble des gens à qui vous pouvez parler, que vous pouvez trouver sur LinkedIn, et comment y avoir accès. Par exemple, moi, souvent, quand je veux avoir accès à quelqu'un, je regarde simplement qui les gens follow, et je trouve des gens moins célèbres qu'eux qui follow, et je les contacte en cold email, et je les encercle jusqu'à obtenir une introduction pour la personne que je veux atteindre. Et ça fait un gros travail parce que vous avez le chemin vers l'intro chaleureuse. La warm intro, c'est ce que vous recherchez. Vous cherchez un message, un accompagnement, un contact qui est vraiment enthousiaste et qui a envie de vous soutenir. Alors, quand vous avez ces 4 cercles-là, vous devez réussir à voir tous les gens du cercle 1 et 2 dans un temps maximum de 10 jours et tous les gens du cercle 3, du 4 et 3 en 10 jours et tous les gens du cercle 1 et 2 en maximum 15-20 jours. Et c'est pour ça que la préparation initiale et le travail en amont de mapping est super, super, super important. N'hésitez pas à vraiment rentrer à fond dans les cap tables des gens. Alors, vous avez des outils comme AngelList ou Crunchbase. Si vous avez des boîtes plus traditionnelles, parlez aux gens, renseignez-vous. Et surtout, ne sous-estimez pas que votre but, ça peut être aussi de transformer des gens en investisseurs. Par exemple, disons que vous faites un restaurant, et contactez tous les restaurateurs qui pourraient mettre un petit ticket chez vous. Si vous avez 10 professionnels qui vous soutiennent au début, ça peut ouvrir des réseaux. Et à chaque fois que vous allez convaincre quelqu'un, vous lui demandez quelle est la personne la plus pertinente dans son réseau que vous pouvez trouver. Alors, n'hésitez pas à rajouter ce qu'on appelle des couches sociales. Cofondateur, équipe, avocat, conseiller, investisseur historique. Tout le monde peut avoir des contacts. Et il faut rentrer dans une logique de mapping intense. Vous avez votre liste de contacts, leur liste de contacts, vous les rajoutez dans vos listings et vous regardez à chaque fois quel est le chemin et vous préparez en amont toutes les séquences d'emails, etc. Et évidemment, vous avez besoin de trouver un chemin pour chacune des personnes. Et au mieux, tout ceci est automatisé. Vous êtes vraiment dans une configuration où tout ce que vous faites a un seul objectif, c'est de voir un maximum de gens dans un temps le plus restreint possible. Alors, pour trouver les emails, les contacts des gens, vous avez 2 choses. Soit vous allez trouver quelqu'un qui les connaît, et dans ce cas-là, vous les avez par cet intermédiaire. Soit il ne faut pas hésiter à cold emailer. Alors, parlons un peu du cold email. Le cold email, c'est un des sujets les plus compliqués parce qu'en fait, les gens ont tendance à faire n'importe quoi dans les cold email. Moi, je reçois énormément de cold email. Par exemple, je l'ai posté en ami récemment. Mais tout à l'heure, j'ai reçu un message qui m'a trop fait rire. Salut Oussama, j'aimerais que vous soyez mon mentor d'entrepreneuriat. Point. Alors d'habitude, je réponds pas à ce genre de message, mais comme le type avait une tête sympa, j'ai répondu et moi je voudrais passer une nuit avec Jennifer Lawrence. Point. C'est-à-dire que ça, c'est le pire
cold email que vous pouvez envoyer. Grosso modo, vous dites à la personne que son temps compte moins que le vôtre, que c'est à la personne de faire des efforts sur pourquoi vous êtes intéressant, et c'est à la personne de vous trouver extraordinaire. Alors, c'est comme tous les messages que je reçois qui me demandent de prendre un café avec eux. Quel intérêt de prendre du café? En plus, j'aime pas beaucoup ça, le café. Personne n'est capable de me dire pourquoi. Et ça, ces messages-là, ils sont jamais ouverts. Un bon cold email, c'est un email qui donne envie à la personne. Alors, pour donner envie, il faut avoir plusieurs approches. Soit vous avez un élément ou une information sur la personne qui peut-être n'a rien à voir avec le travail. Peut-être que vous savez que la personne est intéressée par un sujet, ou que votre entreprise résonne particulièrement bien avec cette personne, ou que la mission de votre entreprise est quelque chose de suffisamment intéressant pour être intriguant, mais vous devez trouver un angle et vous devez faire court. Alors, je vais vous donner un exercice qui est pas facile, mais qui est essentiel. C'est que vous ne devez jamais faire un cold email qui a plus de 3 phrases. 3 phrases, c'est le maximum d'un bon cold email. Et ça va vous forcer à être percutant. Écrivez 100% de vos emails et 100% de vos introductions en seulement 3 phrases. Et essayez d'être le plus précis, concis. Les trucs du genre projet extraordinaire, projet innovant, projet tout ça, vous vous l'interdisez. Il faut que des mots qui ne peuvent décrire que votre projet. Si quand vous écrivez une phrase, vous vous dites que cette phrase aurait pu être écrite sur n'importe quel autre sujet, c'est que c'est pas une bonne phrase. Par exemple, si vous dites « Bonjour, je suis le créateur d'une plateforme innovante », ça, phrase terrible. « Bonjour, je suis le créateur d'une marketplace en recrutement », terrible. Vous devez dire ma marketplace en recrutement est fondée sur et expliquer pourquoi elle est spécifique. Effectivement, ça fait la taille d'un tweet. Alors, juste Richard là et David, tu disais qu'il faut chasser qu'un seul lièvre à la fois. Oui, le discours a changé aujourd'hui. Vous pouvez me dire quand est-ce que j'ai dit qu'il fallait chasser qu'un seul lièvre à la fois? Parce que là, je suis confus. J'ai jamais dit ça de ma vie pour les investisseurs. J'aimerais savoir ce que vous avez compris hier, en fait. Vous pouvez écrire dans le chat. Apparemment, apparemment, il y a eu un malentendu. Alors, retenez cette règle très simple. Il faut faire qu'un projet à la fois, ça je l'ai dit hier, mais ne surtout jamais parler aux investisseurs l'un après l'autre. C'est hyper important. Ne jamais parler aux investisseurs l'un après l'autre. Parlez à tous les investisseurs en même temps. Et parlez-leur par batch. Vous faites votre batch de Friends and Family, vous parlez à tout le monde, vous faites toutes les intros, et une fois que vous l'avez épuisé, pendant que vous êtes en train de l'épuiser, vous préparez le batch des relous. Pendant que vous l'avez épuisé, vous préparez le batch du cercle 2. Quand vous l'avez épuisé, vous préparez le batch du cercle 1. Et normalement, tout ça devrait vous faire monter vers les personnes les plus pertinentes pour lever. Il n'y a rien de pire que de parler aux gens en séquence. Parce que si vous parlez aux gens en séquence, vous allez donner l'impression que vous n'avez pas beaucoup d'options et que vous n'allez pas avoir l'enthousiasme qui vient quand on a plein de rendez-vous et que ça donne l'énergie qu'on croit à sa levée. Les bons objets d'email accrocheurs, c'est en général des objets qui parlent de quelque chose de précis. Par exemple, ça va être une métrique hyper importante de votre projet, ou ça va être une value proposition un peu étonnante. Mais faites pas des trucs du genre demande d'intro, demande d'investissement ou je sais pas quoi. Soyez le plus marketing possible. Et c'est hyper important de réussir à attirer l'œil tout de suite de la personne. Alors Clément demande email seulement ou LinkedIn, Twitter, ça peut le faire. Évidemment, par tous les moyens. Je parle beaucoup de cold email parce que ça reste quand même l'une des façons les plus simples de pitcher quelqu'un, mais ne pas hésiter à faire autre chose. Alors, une règle très importante dans les cold email, vous avez le droit de relancer à l'infini tant que la personne vous a pas dit non. Les gens à qui vous parlez sont des adultes consentants
Et donc, il n'y a pas de raison de ne pas leur parler à l'infini. Par contre, dès que quelqu'un vous dit non, il faut savoir respecter ce non. Il n'y a rien de pire que les gens qui vous disent clairement non et vous essayez quand même de les convaincre. Ça, c'est vraiment un refus du consentement. Il faut être très clair sur le fait que tant que quelqu'un n'a pas répondu à votre cold email, vous avez le droit de le relancer. Alors, un peu d'humour, ça fait jamais de mal. Récemment, j'ai eu un truc trop drôle. Donc, c'est 2 entrepreneurs qui voulaient me parler. Et en fait, j'ai pas vraiment répondu à leurs SMS et à leurs appels. Et en fait, ils ont commencé à m'envoyer des trucs drôles. Et donc, je sais pas si vous voyez là. Non, vous voyez rien du tout. Mais grosso modo, ils m'ont envoyé des photos d'eux en train de être partis, des photos drôles d'eux en train d'être décrochés, des screenshots de gens qu'ils ont harcelés autres que moi et qui n'ont pas répondu et qui ont fini par répondre, des photos d'eux en train de manger en me proposant. Et puis après, ils m'ont envoyé des blagues, genre jour 7, plus qu'une nouvelle d'Oussama, comme un sentiment de vide et d'incertitude depuis son dernier message, un manque se fait ressentir. J'espère en savoir plus demain. Jour 8, Oussama aurait été repéré dans la manifestation contre l'esclavagisme des entrepreneurs près de Tours. Nos équipes se tiennent informées de tout contact entrant de la part d'Oussama. Jour 9, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé qu'Oussama était intervenu dans mon rêve en me disant « Les gars, il faut se voir demain, vous êtes 4, on peut aller hyper loin ensemble. » Et puis, je me suis réveillé. Et alors, celui-là, il m'a trop fait rire. J'ai fini par répondre « Haha, vous êtes drôle, vous êtes à Paris. » Ils me répondent « Évidemment. » Je dis « Ok, demain 11h. » Et on s'est vu. Donc, vous voyez, ne pas hésiter à mettre de l'humour. Relancer les gens, ça demande du tact. Il n'y a rien de pire qu'un call d'email un peu chiant, qui est tout le temps la même chose, etc. Mohamed Lamri dit « Pour revenir au conseil d'hier, seul le CEO doit faire les pitchs, une autre personne peut-être s'occuper de faire les premiers contacts avec les investisseurs. » Alors, idéalement, vous donnez accès à votre email à la personne qui vous aide et tout se passe à travers votre nom et tout se passe vers vous, sinon ça enlève quand même ça enlève des choses. Alors, Patrick dit « Ce n'est pas gênant d'avoir des BA non professionnels à son capital, ça ne peut pas refroidir les VC pour le deuxième tour de table. » Absolument pas. Absolument pas. C'est un non-sujet. Ce qui compte, par contre, c'est de bien structurer sa cap table et bien structurer son pack d'actionnaires. C'est hyper important de ne pas laisser les BA professionnels pouvoir pourrir votre vie plus tard. Mais si les choses sont bien structurées et que le pack d'actionnaires est clair et que leurs droits sont bien limités, aucun problème. Au contraire, les VC vont beaucoup respecter que des gens qui d'habitude n'investissent pas investissent. Quand vous pensez premier tour et premier cercle de gens qui peuvent investir, pensez expert dans votre industrie. Je ne sais pas pourquoi les gens ne le font pas plus souvent, mais cold emailer des gens de votre industrie qui d'habitude n'investissent pas, mais qui pourraient comprendre ce que vous faites et mettre un petit ticket pour lancer la machine, ça peut avoir énormément de valeur. Et ça impressionne. Par exemple, nous, on a une boîte qui fait un truc pour les médecins. Le fondeur a convaincu une trentaine de médecins de mettre 10 000 euros. Ça fait que 300 000 euros. Mais quand il a été voir les VC étaient trop impressionnés que autant de médecins étaient prêts à mettre leur économie pour soutenir un projet qui était aussi jeune. Cold email, Maximilien demande si le cold email doit être beau, design ou un simple mail texte sans barrière. Alors, surtout pas d'email HTML. Faites des emails texte très simples et ne cherchez surtout pas à faire des choses compliquées sur les calls d'email. Fata dit « J'ai fait un call à un investisseur, il n'a pas répondu, mais il a accepté mon invitation, accès à son réseau. Cela veut dire quoi ?» Ça veut rien dire. Moi, je dis oui à tout le monde sur LinkedIn parce que c'est une vanity metrics à la con et que tout le monde regarde combien de followers, machin. Mais en fait, la plupart du temps, je m'en fous de ce qu'on m'écrit sur LinkedIn. Donc, tant qu'il n'a pas répondu. Par contre, il ne faut pas hésiter à le relancer avec tact, avec gentillesse, avec humour et ne pas hésiter. Alors, Bruno Le Calvez dit « La plupart des VC m'ont dit qu'ils regardaient le dossier quand on avait fait déjà 1 million annuel, ton avis ?» Alors, je pense que les VC mentent souvent quand ils disent non. Un point hyper important. Ne croyez jamais la raison qu'un investisseur va vous donner pour ne pas investir. Et ne changez jamais votre projet sur le feedback des investisseurs.
Le seul feedback qui doit compter pour vous permettre de changer votre projet, c'est celui des clients. Le gatekeeper du succès dans l'entrepreneuriat, c'est les clients. Ne surtout jamais, jamais, sous aucun prétexte, écouter les investisseurs. Pourquoi? Parce que les investisseurs mentent quand ils disent non. C'est très dur de regarder un mec dans les yeux et lui dire « je vais pas investir parce que j'aime pas ta gueule ». Et en général, ne pas aimer la gueule, c'est une raison suffisante de pas aimer quelqu'un. Évidemment, il n'y a aucune raison de ne pas dire la vérité, mais il y en a une fondamentale pour les investisseurs, c'est qu'ils ont peur de vous vexer. Et en fait, vous vexer, ça peut coûter très cher parce que si ça se trouve, ils ne veulent pas investir maintenant, mais ils veulent investir plus tard. Et donc, les investisseurs trouvent toujours des excuses qui ont l'air crédibles. Genre, votre coût d'acquisition est trop élevé, le marché est pas prêt, je crois pas au produit, blabla. Parce que comme ça, si les choses changent, ils peuvent toujours revenir en arrière. Mais c'est pas grave, leur en voulez pas. C'est hyper important de ne jamais en vouloir à quelqu'un, de ne pas investir maintenant ou d'avoir refusé votre projet. Ne mettez pas votre ego au mauvais endroit. Baptiste Joly, ça change tout. Si on lève un peu d'argent avec Friends and Family, ça change tout pour la capacité à lever après avec des professionnels. Kevin pose la question, est-ce qu'il faut mettre des pièces jointes au cold email? Moi, je recommande de ne jamais envoyer un deck à quelqu'un qui n'a pas répondu. Il faut catcher l'intention et ensuite envoyer le deck. Parce qu'en plus, si la personne est intéressée, elle va demander le deck et ça évite de faire trop circuler son deck pour rien. Alors, Juan demande un site à recommander. Vraiment, YouTube, Google, LinkedIn. LinkedIn, c'est une base de données incroyable sur LinkedIn. Si vous savez vraiment vous balader dans LinkedIn, vous pouvez voir qui a mis à qui. Par exemple, je vais vous donner une stratégie qui a été utilisée récemment. Alors, pour le coup, ça, c'est du génie. Et je trouve ça incroyable comme stratégie. Donc, vous avez un type qui veut faire sa levée. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur Instagram. Il repère les 150 investisseurs les plus stars qu'il pourrait avoir. Il regarde qui ces gens-là follow et il leur pousse uniquement à eux, parce qu'en général, les stars, ça follow peu de gens, que de la pub sur son produit et une pub qui fait qu'il arrive à récupérer leurs emails assez rapidement. Et à chaque fois qu'il récupère l'email de quelqu'un qui est connecté avec la star qui voulait contacter, il lui propose un call de feedback client. Et en faisant le call de feedback client, il dit d'ailleurs, by the way, ça se passe bien. Est-ce que tu connais pas machin? Ah bah si, je le connais parce qu'en fait, blablabla. Ah, est-ce que tu peux m'introduire? Et sur les 150 stars qu'il visait, il s'est fait introduire à 10. Il y en a une qui a investi. Et une fois qu'il a une qui a investi, il a recommencé une deuxième fois le process. Et cette fois en utilisant la social proof de la personne qui a investi. Alors, une autre technique de levée de cold email qui marche super bien, c'est de prétendre que d'autres gens ont introduit à la personne. Alors ça, faut faire attention, parce qu'il faut pas trop prendre les gens pour des cons. Mais par exemple, moi, je me suis rendu compte souvent que quand je parlais à des gens dans des confs et qui connaissaient d'autres gens, j'avais pas besoin d'attendre qu'ils m'introduisent. Je dis, machin m'a parlé de vous. Bah, c'est factuel. Machin vous a parlé de vous. Alors, il m'a pas introduit, hein, mais par contre, il m'a parlé de vous. Et si vous arrivez à faire ça suffisamment de fois, ben, vous pouvez accélérer le processus de contact. Allez, prenons un autre, un dernier. Ok, Yalla Cash. Yalla Xash. Xash. C'est marrant comme nom. Transfer money to Morocco in 30 seconds. Try of app for free. Alors, vous voyez, ça, c'est la première bonne landing page depuis le début. Là, j'ai rien à dire. C'est vraiment trop stylé, quoi. Our vision. Bien. Il y a la Xash, là. C'est qui fait cette boîte-là?
Il peut parler dans le chat là. Ah, Émir. Émir Lalouche. C'est un vrai nom. C'est toi. Bravo. Beau boulot. Franchement, vous voyez, tout le monde là, ça, c'est un site internet. On comprend en 3 secondes ce qu'ils font. Il y a une proposition de valeur super simple. Il y a une explication avec toutes les infos que vous avez besoin de savoir. Il y a même un petit moment émotionnel. Meet Faisal, he helps his family every month. Bon, après, c'est une photo Shutterstock. Ça, c'est une petite erreur d'amateur, Émir. Franchement, tu aurais pu prendre la vraie photo de ton cousin en mode selfie. Si ça avait été un selfie à cet endroit, je t'assure que la conversion a montré. Et derrière, des petits testimonials qui ont l'air réels. Ça, c'est parfait. Et ben ça, c'est hyper facile de cold emailer. Il faut vraiment sur une boîte comme ça, tout simplement montrer des anecdotes, des bénéfices dans la communauté que tu vises. Si tu vises un investisseur qui a des parents au Maroc, des origines marocaines, ça marche bien. Et de partir de là, en fait. D'ailleurs, n'hésitez pas pour constituer vos listes à partir de vos forces. Par exemple, si vous êtes un ancien d'une boîte, regardez tous les anciens de la même boîte qui travaillent dans le monde de l'investissement. Mon nom est aussi drôle que le tien. Bah oui, je m'appelle Oussama, j'en sais quelque chose. Non, mais c'est quand même drôle qu'un mec qui envoie de l'argent s'appelle Louche. Je suis désolé, Emir. Ça fait pas genre, quoi. Ensuite, regardez les gens qui ont fait la même école que vous. Regardez tous les gens qui ont, par exemple, les mêmes passions que vous. Quand vous constituez vos listes, ne surtout pas faire de liste où sur chaque personne, vous n'avez pas un point fort sur lequel appuyer. On a fait la même école, on a la même passion, on est dans la même industrie, tu es un expert, blablabla. By the way, Richard Paul, là, il a partagé la liste des 750 investisseurs en France. N'utilisez jamais ce genre de truc. Non, mais tu peux laisser le... C'est drôle, elle a enlevé le tout de suite. J'imagine, il y a Trac. Non, mais c'est hyper important de comprendre que la constitution de la liste, c'est le travail le plus important de la levée. C'est le plus ingrat, c'est le plus long, ça prend des dizaines et des dizaines d'heures. Moi, quand je fais la levée d'une boîte, que je fais vraiment, etc., c'est beaucoup de travail, de qualification, de calibrage, de réussir à vraiment mettre en place une machine qui vient et qui d'un seul coup et qui attaque d'un seul coup. Ne surtout pas contacter les gens au fur et à mesure. C'est hyper important aussi quand vous préparez vos petits schémas, vos petites séquences, etc., d'être réactif. Parce qu'en fait, les gens que vous allez présenter, ils vont vous présenter des nouvelles personnes et vous allez avoir des nouvelles questions. Une bonne pratique, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un vous pose une question, faites une FAQ. Faites une FAQ hyper précise de tout ce que vous allez voir, rencontrer, etc. Alors, Leïla demande, est-ce que c'est le boulot d'un lever? Oui, exactement. Un bon lever, c'est quelqu'un qui vous prépare les matériels, mais rarement les intros, sauf quelques-uns qui ont des listes pertinentes, etc. Mais c'est là où s'arrête un peu la frontière, c'est qu'il y a des levers qui sont surtout forts à faire le matériel, comme hier, le deck, etc., mais pas très forts à faire des intros. Et il y a des levers, c'est l'inverse. Ils sont pas très forts sur les matériels, mais ils sont très forts sur les intros. Je vous assure, arrêtez de me poser des questions sur les levers. Je vous promets qu'à la fin du bootcamp, je vous révélerai qui sont les 3 meilleurs levers de la place. Et vous pourrez aller les contacter de ma part. Ils vous traiteront super bien. Oussama, s'il te plaît, ton avis sur ce call d'email. Mon application envoie une notification aux citoyens et aux autorités en cas de situation d'urgence imminente. Bon, bah ça, c'est pas du tout un call d'email. Parce qu'en fait, quel est le call to action? Il faut toujours un call to action. C'est hyper important.
pourquoi tu contactes les gens et pourquoi tu as besoin d'eux. Après, ta value proposition, elle est très claire. Mon application envoie une notification aux citoyens et aux autorités en cas de situation d'urgence imminente, point. Et j'ai besoin de vous parce que, c'est la deuxième phrase. Mais comme première phrase, c'est pas mal du tout. Michael Albo dit, est-ce que le fait de ne pas être sur le même continent que les investisseurs nécessite d'ateliers de conseil? Absolument pas. Si vous appliquez mes conseils, ça marche aux US, ça marche en France, ça marche en Allemagne, ça marche en Israël. Pourquoi? Parce que leurs spécificités nationales sont moins importantes que la méthode que je vous propose. La méthode que je vous propose est assez universelle. Et elle est universelle parce que justement, elle repose sur des fondamentaux. Être précis, mettre en avant la data, ne pas casser les pieds des gens avec des détails inutiles et réussir à les relancer jusqu'à ce qu'ils cèdent et se balader à travers leur réseau. Mais ne sous-estimez pas la portée, la profondeur de ce travail. Passez moins de temps sur le deck et plus de temps sur le mapping opérationnel qui va vous permettre de casser le game. Olim dit, j'ai pas de boîte avec qui me comparer. Tu as forcément des boîtes avec qui te comparer. C'est pas forcément des boîtes qui font la même chose. C'est des boîtes qui peuvent simplement avoir la même taille, être dans le même secteur d'activité, etc. On n'est jamais seul. Donc, il faut tout simplement trouver d'autres boîtes. Quels sont les meilleurs CTA dans un call d'email? Alors, l'un des meilleurs CTA possibles dans un call d'email, c'est de proposer un rendez-vous précis ou comment ça s'appelle, un Calendly ou quelque chose qui facilite la prise de rendez-vous et détend la personne en face. Donc, ne pas hésiter à utiliser un service comme Calendly en mode je suis à votre dispo, voilà mes dispos, etc. Si je veux contacter un invest aux US et que je veux un warm intro, il faut quand même faire des calls d'email à son entourage. Ils ne se sentiront pas utilisés si je contacte seulement pour me faire une intro vers une autre personne. Alors, Juan, c'est tout le sujet. Tout le sujet, c'est la qualité de ta relation et la qualité de ton interaction. Si tu demandes simplement une intro, ça marche pas. Tu dois susciter l'intérêt des gens, la passion des gens, etc. N'oubliez pas qu'être entrepreneur, c'est avant tout un travail de séduction. C'est votre job de séduire tout le monde et de donner aux gens envie de vous soutenir. La méthode que je vous propose est de dire, si vous visez A, intéressez-vous à son entourage. Mais le sous-entendu, c'est donner à l'entourage une super expérience de votre personne. Moi, regardez, si vous voulez me contacter, si vous contactez les gens qui travaillent pour moi et que vous leur donnez un super moment, eh ben vous avez plus de chances de finir en rendez-vous avec moi qu'en me contactant moi directement. Moi, tout le monde me contacte toute la journée, mais mes collaborateurs assez peu. Et l'ego des gens fait que les gens ne comprennent pas la dynamique sociale des gens qui sont très occupés. Mettez-vous à leur place. Essayez de réfléchir à comment vous pouvez obtenir quelque chose d'eux et comment faire en sorte de leur donner envie de vous rencontrer. Call d'email avec un angle, c'est ce style. Vous prendrez vos clés qui se trouvent dans votre sac environ 57 000 fois. Il suffit d'une fois pour qu'elles atterrissent au fond d'un canapé ou bouche d'égout. J'ai une app qui résout ceci, je vous en parle. Alors ça, à Nice, c'est le pire call email ever. Mais ça, en fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi vous faites des calls d'email comme ça. Dans ce call d'email, on ne comprend pas ce que tu fais. Ça pourrait être 1 milliard de choses, ta solution. Pourquoi vous avez tous l'impression qu'en ayant un petit moment de mystère et un petit moment de flou, vous allez créer le teasing? Vous vous prenez pour des écrivains de série, en fait. Vous êtes des entrepreneurs. Vous avez besoin d'être hyper direct. Donc, Anis, vas-y, recommence. Raconte-nous précisément ce que tu fais. T'inquiète, il n'y a pas de problème, Anis. On est entre nous, là. On est que 160. Une application mobile qui permet de faire une sauvegarde numérique sécurisée de tes clés uniquement avec ton serment. Tu fais des c'est stylé sa race. Putain, Anis, sérieux. C'est incroyable. Moi, je te le fais, ton call d'email. Si ça vous est déjà arrivé de perdre vos clés, vous auriez tellement aimé avoir une application mobile qui permet de faire une sauvegarde numérique sécurisée de vos clés uniquement avec votre smartphone et de vous faire livrer un double en moins d'1 heure où vous voulez. Boom, mic drop. Plus j'ai envie d'être client. Tu peux me faire devenir client ou pas? Ça existe vraiment ton truc? Parce que moi, je vais te raconter une anecdote.
je vis dans une maison avec plein de gens. J'ai interdiction d'avoir les clés. Ils m'ont tous interdit d'avoir les clés parce que je les ai perdus tellement qu'on doit changer la serrure tous les 3 mois. Donc on n'en peut plus. Euh, c'est vraiment keepkey.fr. Ok, génial. Je vais le recommander. On imagine et fabrique des alternatives à base de plantes bio qu'on distribue dans un tiers des magasins de CBD en France. On aimerait passer à 3/4 en 2022. On peut en discuter. Alors, c'est pas mal, mais c'est un peu maladroit. D'abord, ne jamais utiliser de termes non précis, comme imagine. Et en plus, il faut toujours donner un exemple de produit. Alors, là, Louis, il faut que tu me dises ton produit phare, c'est lequel? Un seul produit. Tisane. Ok, tisane CBD. Tisane à quoi? Plus précis. Ah, tisane substitut tabac, c'est notre produit phare. Ok, ben voilà. Le call d'email, c'est ça. C'est pas on imagine et fabrique des alternatives à base de plantes bio qu'on distribue dans un tiers. Non, c'est nous avons conçu la tisane substitut tabac la plus vendue en France, alors qu'elle n'est distribuée que dans un tiers des magasins en CBD. On aimerait passer à 3/4 en 2022, on peut en discuter. Et là, au moins, on comprend. Toujours être dans la précision. Alors, Émilie dit, en fait, je comprends pas pourquoi dans le call d'email, tu pitches le produit service et pas l'opportunité d'investissement. Ben, je te propose un exercice, Émilie. Pendant que je vais chercher un verre d'eau et qu'on fait 5 minutes de pause, tu vas essayer de deviner pourquoi et de donner la réponse toi-même. D'ailleurs, vous pouvez tous jouer dans le chat en disant pourquoi. À tout de suite, je reviens dans 5 minutes.